Merci, Gabriel. Bonsoir à vous tous. Ce 26 janvier, nous avons une émission très intéressante. On parle d'une situation qui commence à voir le jour de temps en temps dans certains syndicats de copropriété. Alors, ce soir, nous allons, il sera question à l'émission de ce soir des copropriétés en difficulté. Donc, on parle des copropriétés. Est-ce qu'une copropriété peut faire faillite? Est-ce que peut-elle être mise en tutelle? Donc, on va couvrir ça ce soir avec nos invités très qualifiés dans le domaine de la copropriété pour nous éclairer là-dessus. Donc, je vais présenter les gens qui m'accompagnent ce soir. Madame Aline Desormeaux, qui est connue, très reconnue dans le monde de la copropriété. Bonsoir, Aline. Bonsoir. De chez Desormeaux-Patnaud, CPA auditrice. Desormeaux-Patnaud sont possiblement le bureau de comptable le plus impliqué en copropriété. Donc, elle saura nous répondre à nos questions, aux questions de nos gens sur Facebook ce soir. Et nous avons deux gens très connus qui sont souvent à nos émissions. Vincent Gaudreau de Gaudreau Assurance. Bonsoir, Vincent. Et Maître Yves Jolicoeur, connu du monde entier de la copropriété. Bonsoir, Maître Jolicoeur. Bonsoir, bonsoir. Donc, moi, Valérie Couture, condo-stratégiste, j'essaierai encore ce soir de faire le meilleur de mes connaissances pour que l'émission soit bien dirigée, mais on a énormément de choses à dire sur le thème de ce soir, qui sont les copropriétés en difficulté. Donc, nous débutons, je suis de condo-stratégiste et nous sommes très fiers de parrainer l'émission de ce soir avec Condo Légal qui permet de donner de l'information à tous les gens qui sont intéressés de recevoir différents sujets, d'en connaître toujours plus par des gens qualifiés qui viennent répondre à vos questions. Donc, merci encore. Donc, ce soir, je vais prendre le temps de vous lire le petit paragraphe qu'on a préparé pour le début de l'émission. C'est rare que je fais de la lecture, mais ce soir, je vais y aller directement parce que c'est très important qu'on comprenne un petit peu sur quoi on veut s'enligner parce que je pense qu'il y a des gens qui ne pensent pas que des copropriétés peuvent tomber, plus personne pour la diriger. Donc, il arrive des situations où les copropriétés sont en difficulté, c'est-à-dire des cas où les copropriétés font face à des graves difficultés pour assurer la conservation de l'immeuble. Il ne faut jamais oublier que la conservation de l'immeuble, c'est le mandat ou l'un des mandats les plus importants du conseil d'administration. À titre d'exemple concret, une copropriété se qualifie en difficulté lorsque plus d'un copropriétaire ne souhaite plus occuper le poste du conseil d'administration, des déficits de travaux rendant l'immeuble dangereux, une impossibilité de procéder aux travaux et donc, il faut reporter sans cesse des travaux d'importance afin de rendre l'immeuble non dangereux, mais en bon état. Il est aussi, des fois, on va voir une impossibilité de procéder aux travaux et de les reporter parce qu'on n'a pas d'argent pour les payer. Il y a des conséquences aussi où il n'y a plus personne qui veut faire le rôle de conseil d'administration. Et ça, ce n'est pas uniquement dans les petites copropriétés, parce que les gens pensent que quand ils habitent dans un grand immeuble, il y a beaucoup plus de gens, fait que sûrement plus de gens qui pourraient être intéressés. Bien, ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est également une copropriété où il est possible de faire appliquer la déclaration de copropriété et plus encore. À titre d'exemple, en France, plus d'une copropriété sur 6 est qualifiée en difficulté, ce qui représente plus de 1 million de copropriétés. Alors, c'est assez important comme quantité de gens. Donc, on va couvrir ce volet-là ce soir et on va s'assurer de répondre le mieux possible à vos questions. Ce qui nous amène, notre cher Gabriel va nous présenter la fiche de l'administrateur provisoire. Donc, le Code civil, l'article 1086.4, le tribunal peut, si les circonstances le justifient, remplacer le conseil d'administration par un administrateur provisoire et déterminer les conditions et les modalités de son administration. Donc, c'est assez grand comme possibilité. On va voir aussi que ce n'est pas un problème qui arrive d'aujourd'hui, puisque
On a écrit un livre sur les copropriétés en difficulté. Donc, c'est un livre qui est écrit par M. Lannoy, Maître Jolicoeur et M. Brand, qui sont des acteurs importants en France dans la copropriété. Et cette édition-là est la deuxième. Donc, ce qu'on vous parle ce soir, ce n'est pas né avec la COVID en 2020, là. Ça existait bien avant ça. Donc, merci Gabriel. Donc, ce soir, on va voir qu'est-ce qui est qui peut être un administrateur provisoire, comment ça va fonctionner, qu'est-ce qui arrive si on n'a pas d'administrateurs qui veulent être administrateurs. Donc, ma première question va se diriger vers Maître Jolicoeur. Maître Jolicoeur, vous êtes au courant parce que j'imagine que comme avocat émérite en copropriété, vous avez sûrement des copropriétés qui vous contactent, qui sont proches de cette étape-là, qui sont mal pris. Pourquoi on arrive à la cour avec demandant qu'il y ait un administrateur provisoire qui soit placé? Il peut y avoir plusieurs motifs et on peut faire face à une situation où l'immeuble est incendié. Un exemple, j'en ai un là, qui est actuellement un dossier où la Cour a effectivement nommé un administrateur provisoire. L'immeuble a été incendié. L'indemnité d'assurance n'était pas suffisante pour faire face à la réparation du bâtiment. Alors, et ça a eu comme conséquence que le défaut d'avoir les fonds pour reconstruire amène la copropriété dans une situation totalement dysfonctionnelle. Et bien souvent, les administrateurs n'ont pas les compétences requises pour faire face à des dossiers aussi compliqués. Donc, là, on fait face à une zone d'échec, d'incapacité pour un conseil d'administration de voir au redressement. Ça, effectivement, ça s'est présenté dans des dossiers, puis ce n'est pas le premier, où l'immeuble est insuffisamment assuré, faute de moyens pour le reconstruire. On parle souvent aux copropriétés en bois et briques là, qui sont incendiées. On a également des situations où pendant des années, le mot administrateur, conseil d'administration, puis assemblée copropriétaire, tout ça, ça a été confondu. On a effectivement plusieurs cas d'espèces où, surtout dans les petites copropriétés, pensons aux copropriétés de 2 ou 3 lots, la différence entre une assemblée de copropriétaires et le conseil d'administration, ce n'est pas évident. C'est le même salon, c'est les mêmes administrateurs, c'est les mêmes copropriétaires. Puis se pose évidemment la question, est-il nécessaire de faire un budget? C'est-il nécessaire d'avoir un compte de banque spécifique à la copropriété? Alors, c'est des administrations qui sont faites là, de façon un peu tout croche. Bon, évidemment, tant qu'il n'y a pas de problème, tant qu'il n'y a pas un souci particulier, ça va fonctionner, mais ça ne fonctionne plus la journée où on doit faire des grands travaux. Hein, la fenestration ne marche plus, la toiture coule, etc. Bien là, on frappe son Waterloo. Puis là, à ce moment-là, le sens de l'organisation d'une copropriété n'est pas au rendez-vous. Il n'y a pas de fonds de prévoyance, il n'y a pas d'argent pour faire des travaux. Puis là, évidemment, la dispute doit s'installer, je ne paye pas, ce n'est pas si grave que ça. On a des fois dans ces situations, on peine à trouver un assureur parce que quand on a plus d'un sinistre, des sinistres à répétition, on ne les déclarera plus. Donc, ça, c'est également un signe, évidemment, de copropriété dysfonctionnelle. On a évidemment les copropriétés où il y a des affrontements entre 2 groupes, le clan A versus le clan B. Ça m'est déjà arrivé un jour dans une copropriété très luxueuse de Montréal, très, très, très luxueuse, où la juge Janine Rousseau saisit du débat. Hein, le groupe A disait « c'est nous le conseil », puis le groupe B disait « non, c'est nous le conseil ». On avait décidé, avant même que la mesure législative soit de nommer quelqu'un pour arbitrer les 2 groupes. On appelle ça un combat de coq. On a aussi des situations, et là, on en parlera plus en détail avec M. Gaudreault, où un syndicat ne trouve plus d'assureurs pour les assurer. Alors, on a vécu ces situations-là. Ou encore des copropriétés où il n'y a pas d'assurance responsabilité civile pour les administrateurs. Ça, encore, cette semaine, j'ai un dossier. Le syndicat n'était pas assuré tout court
tout court, ça fait des années qu'il n'était plus assuré tout court. Il y a un litige déjà existant dans l'immeuble. Essayons donc de trouver un assureur pour assurer la responsabilité civile des administrateurs. M. Gaudreau en parlera. Et quand il y a des litiges, puis on va voir un assureur, un peu plus compliqué de trouver un assureur qui va prendre le risque de la responsabilité civile des administrateurs. Puis là, ça se peut, à ce moment-là, qu'on ait une démission en bloc du conseil d'administration, puis il y a peut-être nécessité de nommer justement un administrateur provisoire. Donc, il y a toutes sortes de cas d'espèces, mais ces cas d'espèces risquent de s'accélérer avec le vieillissement du bâti. Il ne faut pas se le cacher. La moyenne d'âge du bâtiment, sur les statistiques du ministère des Affaires municipales, aujourd'hui, ça va être peut-être 31, 32 ans. Puis c'est des bâtiments qui sont dans des cycles de grands travaux. Puis souvent, on n'a pas l'argent pour faire des grands travaux. Puis souvent, on retarde, on repousse. On peut avoir des copropriétés dysfonctionnelles. Donc, il y a tout un cycle. Et dans l'ouvrage, Mme Couture, dont vous avez relaté tout à l'heure, puis après ça, je donnerai la parole aux autres parce que c'est important de voir le vécu de l'un et de l'autre sur ces questions-là. J'ai adressé la question avec Maître Olivier Brand, qui est un des grands avocats spécialisés en copropriété à Paris, qui a d'ailleurs fait beaucoup de dossiers dans les banlieues. Alors, dans les banlieues françaises, que ce soit Paris, Grenoble, il y a ce qu'on appelle des zones de non-droit où la police ne va plus parce qu'on a un tissu social tellement pourri. Et dans ces banlieues-là, il y a de grandes tours que j'ai vues d'ailleurs, je suis allé les voir. On voit un immeuble, il n'y a plus de fenêtres. Puis actuellement, en France, on rase des tours actuellement d'habitation qui sont rendues totalement dysfonctionnelles. D'ailleurs, l'État français s'est doté d'une législation qui permet aux mairies d'exproprier les copropriétés. Est-ce qu'on est dans ce phénomène-là au Québec? Non, mais c'est peut-être bon de savoir ce qui se passe. Et l'autre co-auteur avec qui j'ai écrit l'ouvrage, c'est Jean-Pierre Lanois, qui est syndic judiciaire à Bruxelles. Et M. Lanois, en fin de carrière, il ne faisait que des dossiers de redressement judiciaire. Donc, qui ressemble grosso modo à un administrateur provisoire. Notamment, on sait, en Belgique, on en a entendu parler des banlieues de Bruxelles, donc qui ont abrité les fameux terroristes qui sont allés faire le coup d'attentat à Paris. On est dans des zones de non-droit. Alors, et ça, on a des immeubles. Alors, évidemment, c'est des situations, et je l'espère qu'on ne vivra jamais ici au Québec, mais ça reste toujours le même phénomène. Puis évidemment, celui qui a frappé le plus notre imaginaire l'été passé, qui a causé près de 100 morts, c'est Surfside. On a écrit dans le Condo Liaison un article de fond là-dessus. Et on a fait un peu, dans le fond, le profil de ce qui s'est passé dans cet immeuble-là. Depuis des années, le conseil d'administration, les conseils d'administration après conseil d'administration étaient conscients de désordres importants dans le bâtiment. Puis il y a toujours eu des copropriétaires qui ont réussi à acheter dehors les conseils d'administration qui souhaitaient que les travaux soient faits. Parce que le phénomène qui s'est passé en Floride, on parle de copropriétés en difficulté, justement, on parle celle de Paris puis de Bruxelles, mais parlons de celle de Floride qui a amené près de 100 morts. Mais ça, c'est justement des copropriétés en difficulté où la nécessité de nommer des administrateurs provisoires s'apprête parce qu'on est dans une situation de conflit d'intérêts chez les administrateurs. Vous savez, l'administrateur, la loi est très claire, doit avant toute chose faire passer son intérêt, pas son intérêt personnel, mais l'intérêt de la collectivité. Mais quand tu es sur un conseil d'administration, tu n'as pas les moyens de faire face à la cotisation spéciale. Parce qu'en Floride, là, c'est à coût de centaines de milliers de dollars de cotisation spéciale. Bien, tu as tendance, comme administrateur, à repousser l'exécution des travaux et tu repousses, et tu repousses. Puis un jour, à Surfside, le château de cartes est tombé, en portant la mort 99 personnes. Est-ce que le Québec est à l'abri de situations comme ça? Moi, je peux vous dire que non. On n'est pas à l'abri. Je ne dis pas que les tours vont tous tomber l'une après l'autre. On n'est pas à l'abri.
Alors, dans le fond, la mesure législative qui a été introduite dans le projet de loi 16, ben, c'était justement pour qu'il y ait une réponse, un mécanisme qui permet à un copropriétaire de s'adresser au tribunal pour faire valoir l'intérêt collectif avant l'intérêt individuel. Alors, dans l'ouvrage que j'ai fait sur les copropriétés en difficulté, ben, il y a tout le profil d'un dysfonctionnement de copropriété. Puis je ne veux pas dire que j'étais un devin pour annoncer que la chose arriverait, mais c'est évident qu'il va y en avoir d'autres, que ce soit ici au Québec, que ce soit au Maroc, que ce soit dans toutes les grandes villes où on a construit la copropriété, parce qu'immanquablement, un jour, le bâtiment nécessite des travaux, puis ce jour-là, auront-ils les moyens? Donc voilà, Mme Couture, ce que j'avais à vous dire ce soir sur cette question-là. Merci. C'est très, très passionnant ce que vous dites parce que vous avez énormément d'expérience. Puis comme je l'ai dit tantôt, je crois que quand les gens, quand ça ne va pas super mal au niveau des gens, ils réussissent à continuer de gérer la copropriété, bon an, mal an. Okay? On peut dire ça comme ça. Mais je suis obligée de vous reposer une question avant de passer à nos invités, M. Jolicoeur, parce que comment ça se passe que le tribunal tranche? Ça veut dire qu'on a un copropriétaire ou des copropriétaires qui ont fait un recours contre le syndicat. Ça doit nécessairement passer à la cour. Comment ça peut... parce que je pense que pour le vivre assez fréquemment, ou des fois dans des syndicats petits, moyens, ça peut nous prendre jusqu'à 20 à 30 minutes pour trouver 3 administrateurs avant de fermer notre assemblée générale. Je crois que les gens ne comprennent pas encore assez que c'est vraiment essentiel. On ne peut pas fermer une assemblée avec un administrateur seulement. Qu'est-ce qui arrive comme recours dans ces situations-là, par exemple? Comment ça démarre la machine? La machine démarre un peu comme une chirurgie. C'est-à-dire que essayer les aspirines, toutes sortes de médicaments possibles et imaginables avant d'y arriver. Puis à un moment donné, tu te dis, on est dans une zone de non-retour. Il n'y a pas possibilité d'avoir un retour. Puis, tu sais, il faut comprendre que c'est une requête au tribunal qu'un copropriétaire va faire, donc qui va signifier aux membres du conseil d'administration et au syndicat pour faire remplacer les administrateurs en place en justifiant que le syndicat est dysfonctionnel. Donc, il y a une preuve à faire en termes procéduraux, il y a une preuve à faire pour démontrer le caractère dysfonctionnel. Bon, la mesure est très intéressante, mais il faut comprendre que c'est une mesure qui est dans le code civil coûteuse. Ben oui. Bon, parce que faire une requête au tribunal, là, on parle de quelques milliers de dollars de frais légaux, signification, audience, et ainsi de suite, fardeau de la preuve. Malheureusement, il ne faut pas se le cacher, une des grandes déceptions qu'on a vécues au Québec dans cette réforme législative, c'est qu'on n'a pas créé un tribunal de proximité à l'égard de la copropriété. Hein? Puis ça avait été dans les recommandations du comité consultatif qui avait été fait au gouvernement en disant créer une cour de justice pour que le citoyen n'ait pas à payer des milliers de dollars de frais pour faire du redressement d'une copropriété, parce qu'il ne faut pas se le cacher, c'est dans le fond du trou. En plus, il faut que tu aies payé un avocat en espérant que le tribunal va le faire. Puis en plus, tu vas être ostratisé dans ta bâtisse parce que tu vas te faire pointer du doigt en disant c'est lui qui a décidé de nous mettre en tutelle. Pas le fun, ça. Bon, exact. Pas le fun du tout, mais Jolicoeur, on parle de combien de temps pour faire procéder une requête comme ça? Disons, là, on a un syndicat qui est dysfonctionnel, je fais une requête, on peut penser que ça va être quoi les délais? C'est très rapide. Hein? C'est des requêtes qui sont traitées d'urgence. Donc, on peut présenter une requête au bout de 30 jours d'avoir une audition. Puis, si urgence d'agir, même encore plus court. Bon, évidemment, si on est dans une situation, M. Gaudreault, où on a, puis je l'ai vécu dans un dossier, où on a un garage qui est en train de s'effondrer, puis le conseil d'administration ne bouge pas, bien, il y a urgence parce que là, on touche à la sécurité des occupants. Bon, maintenant, ce n'est pas une question d'années, c'est une question de semaines et au maximum de mois
en raison de l'urgence d'agir. Si ça prenait 3 ans, on a le temps d'élire 3 conseils d'administration pendant cette période-là. Donc, c'est un recours qui est jugé d'urgence. On a une question justement par rapport à la question de Vincent. Un administrateur provisoire doit-il être rémunéré? Ben, c'est assez clair, puis c'est pas donné non plus. Maître Jolicoeur, pouvez-vous nous dire à peu près comment ça se passe? Qui va être nommé? Quel genre de personne va être nommée et comment il va être rémunéré? Bon, évidemment, la mesure de 1086.4, contrairement au droit français, au droit belge, où on a réellement détaillé le qui et le comment, c'est une disposition qui est à peine une ligne. Il n'y a rien de défini précisément. Tout ça est laissé à la discrétion du tribunal. Mais quand on fait la preuve au tribunal d'une situation extrêmement sérieuse, parce que le tribunal nommera pas un administrateur provisoire en disant bon, ils n'ont pas l'air sympathiques, on va nommer d'autres, parce que les tribunaux n'ont pas tendance à vouloir s'introduire dans le fonctionnement d'une personne morale qui est privée. Ben, les retours d'expérience qu'on a actuellement sur le terrain, c'est qu'on veut avoir des gens qui sont compétents, donc un statut professionnel, un statut de gestionnaire de copropriété, quelqu'un qui sera nommé avec une grande réputation. C'est une grande réputation, mais il n'y a pas en tant que tel une obligation, que ce soit un CPA, il n'y a rien là. Et puis d'ailleurs, je vous dirais que c'est peut-être la faiblesse de cette mesure législative, c'est que, un, on ne définit pas qui peut être nommé, deux, on ne définit pas pour quel terme qui est nommé, alors qu'en droit français, tout ça est normé. Et en France, celui qui est nommé comme administrateur va devoir rendre compte au tribunal. Il y a un monitoring qui est fait au tribunal, alors qu'ici, pas rien. Quand je vous dis que c'est une disposition législative qui est très, très brève, je considère qu'elle l'est un peu trop. Toutefois, il faut comprendre que le droit de la copropriété est en zone d'évolution. Je pense que les décisions qui vont sortir du tribunal vont peut-être à un moment donné interpeller le RGCQ à devoir demander un meilleur encadrement de cette mesure-là. On est en train de définir, mais en tant que tel, il n'y a pas de spécificité sur qui peut être nommé. Mais il y a une rémunération. C'est sûr qu'il y a une rémunération, puis il doit y avoir une rémunération pour 2 raisons. C'est que, un, si on veut garder l'intérêt de celui qui le fait, ben, il faut qu'il soit rémunéré. Deuxièmement, celui qui le fait, il faut qu'il y ait une assurance. Puis ce sera peut-être intéressant avec M. Gaudreault de revenir comment fonctionne l'assurance pour un administrateur provisoire, parce que si je tombe dans une copropriété qui n'a plus d'assurance, puis je suis administrateur provisoire, je fais quoi? Donc, c'est un peu le contexte. Merci beaucoup. Ma question s'en va à Vincent, puis tout de suite après à Aline pour la suite. Vincent, justement, on est en situation qui est assez précaire et le syndicat a encore une assurance de son syndicat. Dans mon premier temps, est-ce que, comme syndicat qui est en péril, je dois aviser l'assureur que maintenant, mon conseil s'est fait tasser puis il y a un administrateur provisoire? Puis la question de Maître Jolicoeur est bonne. Est-ce que l'administrateur provisoire va être couvert comme un administrateur qui était à l'interne avant que ça se passe? En fait, bon, la première question, il faut aviser son assureur quand on est sous tutelle, c'est sûr. Parce qu'évidemment, comme n'importe quelle circonstance, pas juste celle-là, mais toutes les circonstances qui peuvent changer la vision de l'assureur par rapport au risque, vous devez aviser votre assureur. Par exemple, vous découvrez un vice caché important qui peut compromettre la solidité du bâtiment, vous devez aviser votre assureur. Il y a des façons de le faire en avant, disons, avec un plan de contingence. Il y a des façons de le faire que ça peut se fonctionner avec la compagnie d'assurance. Je ne veux pas dire nécessairement qu'ils vont canceller automatiquement. Ça dépend toujours de la circonstance. Si par exemple, tout va bien dans votre bâtiment, mais il n'y a personne qui veut être administrateur, puis tomber avec une administration provisoire, l'assureur va dire, le risque est toujours beau, c'est un bâtiment qui se tient, qui n'a pas de problème, qui n'a pas une historique de réclamation. Ça ne veut pas dire automatiquement que vous allez être annulé par votre assureur, mais c'est important de le mentionner quand même, parce que c'est sûr que ça change aussi, ça peut changer évidemment la perspective de l'assureur par rapport à votre dossier, parce qu'en partant, ce n'est plus les mêmes gens qui prennent les décisions, d'une part. Donc, c'est important de faire cette divulgation-là. Dans un deuxième temps, c'est sûr qu'au niveau de... Là, vous nommez un tiers pour administrer votre bien. Ce tiers-là n'est pas un administrateur. Normalement, il ne fait pas nécessairement partie de la définition d'administrateur
ou de membre du conseil d'administration, au même titre qu'un gestionnaire externe, par exemple. Donc, il n'est pas couvert par l'assurance administrateur et dirigeant du syndicat de copropriété. D'ailleurs, probablement aussi que l'assureur d'INO du syndicat refuserait de toute façon de le couvrir un administrateur provisoire. Ça, c'est important de le mentionner. C'est pour ça aussi que l'administrateur provisoire, comme n'importe quel gestionnaire, c'est un conseil qui se vaut pour n'importe quel gestionnaire ou administrateur provisoire. Vérifiez que le tiers avec qui vous faites affaire pour gérer votre bien, que ce soit le gestionnaire ou l'administrateur provisoire, a une assurance professionnelle. Ça, c'est important. Un gestionnaire doit avoir une assurance professionnelle, une assurance responsabilité civile. Même un gestionnaire ordinaire ou un syndicat ordinaire, vérifiez ça. Parce que c'est pas fait beaucoup. C'est pas tous les gestionnaires qui ont de l'assurance, particulièrement les plus petits. J'en ai vu souvent que c'était plus nébuleux un peu quand on demandait les couvertures d'assurance. Donc, vérifiez que votre gestionnaire a une assurance erreur ou mission professionnelle et une assurance responsabilité civile aussi. Puis après ça, évidemment, un administrateur provisoire, c'est important. Il y a des professionnels qui sont automatiquement assurés. Un avocat est automatiquement assuré. C'est dans la loi, il doit avoir une assurance professionnelle par le barreau. Même chose pour un comptable agréé. Automatiquement, il y a une assurance professionnelle. Ce n'est pas nécessairement tous les types de professionnels. Fait que ça doit être validé aussi. Merci, Vincent. Aline, la première question pour vous. C'est sûr qu'on a des dossiers de grandes bâtisses. Souvent, il y a un gestionnaire externe. Souvent, il y a une firme de comptable qui fait un audit, une mission d'examen ou de vérification des états financiers, même par la suite du travail du gestionnaire. Mais qu'est-ce qui arrive si on est dans un plus petit syndicat? Il tombe en tutelle et que la comptabilité vous arrive dans un petit sac IGA. Il y a un paquet de papier, puis c'est dans le sac IGA qu'on doit trouver l'historique de la comptabilité. Comment comme professionnel en comptabilité, en copropriété, vous démarrez ce syndicat-là? Bien, souvent, il faut aller, faut regarder l'historique, il faut regarder, voir s'il y avait des états financiers qui ont déjà été faits. S'il y a des états financiers qui ont déjà été faits et qu'on peut se fier, bien là, on regarde ce qu'on a comme document pour par la suite. Fait que souvent, on n'a rien. Fait qu'il faut appeler à la banque. Puis même à la banque, il y a des frais pour obtenir les chèques. Habituellement, c'est facile, là. La banque va sortir les chèques, mais il y a des frais. Souvent, les administrateurs, c'est pas eux qui ont ouvert le compte, c'est les administrateurs précédents, fait qu'ils n'ont pas accès au relevé bancaire. Puis après ça, les dépôts, ben, c'est encore pire. Les dépôts, souvent, la banque n'est pas capable de retracer qui a payé. Fait que des fois, il faut même se demander si ça vaut la peine, si on n'est pas mieux de recommencer à zéro. Mais là, c'est difficile parce qu'il y a des gens qui ont payé, qui ont toujours payé leurs frais de condo, tandis que d'autres n'ont pas payé. Fait que faut être juste et équitable pour tout le monde. Fait que c'est pas facile. C'est assez fréquent, là, pour les petites copropriétés où ça arrive. OK. Puis quand on a des gens comme ça qui redémarrent, qui commencent, c'est sûr que ça ne veut pas dire qu'ils ont accès au compte accès en ligne, ils n'ont pas nécessairement, peut-être même pas accès au compte de Bell, au compte des comptes hydro, puis tout ça. C'est toute une problématique qui prend du temps à régler, là. Oui. Non, mais c'est pour ça là, que, dans le fond, faut toujours garder. Même si on est une petite copropriété, même si on est trois, il ne faut pas déléguer juste à une personne la comptabilité. Il faut toujours qu'il y ait au moins 2 signataires, 2 personnes qui sont au courant de ce qui se passe. Quand il y a un changement d'administrateur, il faut s'assurer que les mots de passe et tout ça suit. Faut pas, quand on est dans une copropriété, il faut vraiment s'investir. On ne peut pas dire c'est l'autre copropriétaire qui va s'en occuper. Si l'autre copropriétaire tombe malade, si la chicane prend puis il ne se parle plus, qui veut pas collaborer, c'est les petites copropriétés là, où c'est plus difficile. Là. OK. Puis juste encore, Aline, dans ce genre de... Tantôt, on parlait de gens qui sont un peu, des fois, trop suspicieux parce qu'ils remettent tout ce que le travail du conseil d'administration peut faire, que ce soit ses décisions au niveau contractuel de rénovation, d'amélioration, de travaux, d'entretien, ces choses-là. Ça peut être aussi au niveau de la comptabilité. Il y a des gens qui veulent voir aux 3 mois c'est quoi les chiffres qui sont passés. Ça vous arrive souvent d'aider les syndicats dans ce type de situation-là où est-ce que ça ne va pas bien, puis là, les gens commencent à poser des questions hors de l'ordinaire ou... Oui, il y a des solutions. Premièrement, il faut que le syndicat soit transparent. Fait que
idéalement, s'il y a une personne à l'interne ou s'il y a un gestionnaire, ben, c'est de présenter des états financiers, là, par exemple, au trimestre. Il faut être transparent. Fait qu'il faut que, là, maintenant, les syndicats, les procès-verbaux sont remis là, après chaque rencontre du conseil. Fait que ce qui est important, c'est que les copropriétaires voient que ben, c'est discuté, là, que, par exemple, si ils ont besoin, ils font un achat ou ils ont de l'entretien important, ben, ils ont demandé au moins 3 soumissionnaires, que ça soit discuté au conseil. Il y a plusieurs éléments là, financiers qui devraient apparaître dans les conseils, dans les procès-verbaux. Ça l'aiderait à enlever la suspicion. Puis aussi, peut-être en fin d'année, ça vaut peut-être la peine de faire appel à un CPA qui va produire soit un avis au lecteur pour une petite copropriété, mais ça va être dans un format là, de présentation bien présenté par fond, tout ça. Sinon, peut-être, ça peut être pour une moyenne copropriété des états financiers examinés, où là, ben, il y a un professionnel qui s'est penché et qui a donné une opinion sur les états financiers ou même un audit pour une grosse copropriété. Ça donne de la crédibilité aux états financiers, là. Tout à fait, absolument. Puis ça rassure les gens. Ben, nous, chez Condo Stratégiste, vous en faites beaucoup d'audits, d'émissions d'examen, des avis aux lecteurs, tout simplement pour les plus petits qui ne décident pas. Mais tout ça, Aline, ça fait partie d'un contrôle interne pour un syndicat qui se respecte. En fait, c'est quand on parle de contrôle interne, c'est des choses comme ça qu'on parle. Oui, bien, contrôle interne, c'est qu'il faut mettre des contrôles en place. T'sais. Le fait, là, par exemple, qu'il y a 2 signataires, que les administrateurs regardent, par exemple, les factures, puis c'est pas juste regarder, c'est de laisser des traces, c'est de mettre ses initiales quand ils regardent les factures, que les administrateurs, même s'il y a un gestionnaire qui approuve les dépenses de salaire, par exemple, c'est ça le contrôle interne, c'est de mettre des contrôles en place, qu'un administrateur regarde, même s'il y a un gestionnaire, qu'un administrateur regarde la conciliation bancaire pour s'assurer qu'il n'y a pas de fraude, que le gestionnaire ne s'est pas fait des chèques. Oui, c'est ça le contrôle interne, c'est des contrôles à mettre en place. Donc, autant pour une petite copropriété qu'une grande copropriété, ça prend des contrôles internes adaptés à la grandeur du syndicat, mais effectivement, on ne dira jamais assez parce que je pense que tous mes collègues gestionnaires qui travaillent très fort, bien, tous les gens, on n'a pas aucune une problématique à se faire vérifier parce que les gens veulent faire un travail professionnel. Puis, c'est le fun quand il y a des administrateurs qui sont comment je dirais, qui ont des connaissances un petit peu en comptabilité. Il y en a écoutez, on a des CPA dans les conseils, tout ça, mais des fois, on a des gens qui ont moins de connaissances, mais qui réussissent à suivre un peu, parce qu'avec les logiciels qu'on a maintenant, ils reçoivent des comptabilités mensuelles qui sont un état financier au complet. Donc, c'est très intéressant. Puis, il reste encore des copropriétés qui ont des comités de vérification. Oui. Mais il faut faire attention, hein? Même s'il y a un gestionnaire en place, la responsabilité est toujours au conseil d'administration, là. Tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut qu'il signe les chèques, il faut qu'il regarde ce qui se passe, qu'il regarde les conciliations bancaires, qu'il regarde même la facturation, ce qui est envoyé comme facturation à chaque mois aux copropriétaires, que ça fonctionne avec les valeurs relatives ou avec les clés de répartition. Ils en sont responsables, là. Ils ne peuvent pas déléguer ça à un gestionnaire. Ça reste leur responsabilité. Parfait, merci beaucoup. Je reviens à Vincent. Est-ce que, si tantôt tu as dit, bon, le syndicat est assuré, tout ça, il faut l'aviser l'assureur, tout ça. Est-ce que ça se peut qu'un assureur décide de mettre fin en cours de route parce qu'un syndicat tombe en situation d'administration provisoire et c'est pas terminé? Là, la police a terminé au mois de juin, mais là, il apprend la situation. Maître Jolicoeur donnait un exemple d'une tour, des grands travaux à faire, tout ça. Puis là, l'assureur vient de s'apercevoir de ça. Il peut se retirer en n'importe quel temps? Oui, un assureur qui apprend un nouveau fait, un nouveau fait peut décider qu'il débarque d'un risque. Il y a des délais à donner, là, de 15 ou 30 jours, là, selon la gravité de la situation. Mais oui, un assureur peut, en cours de route, débarquer d'un risque. On l'a vu dans certains cas. Un assureur qui arrive dans un bâtiment, qu'il n'y a rien qui marche, il y a des problèmes de sécurité incendie importants, puis décider, non, moi, je m'en vais de là, ma lettre, 15 jours, 30 jours, puis je suis parti. Là, j'en ai plus 30 jours là, que 15 des cas exceptionnels. Mais donc, ça peut arriver. Puis souvent aussi, ce qu'on voit, c'est que,
C'est rare que dans un syndicat où tout va super bien, on est dans ce genre de situation-là. Généralement, on a eu une multitude de réclamations. On a des vices de construction importants qui causent des réclamations. On a eu des vices lors de la construction initiale que là, ça sort ou qui ont causé des litiges, tout ça. Puis le problème qu'on voit aussi qui arrive, c'est que, évidemment, il y a des vices de construction, ça cause des réclamations. L'assureur voit ça, décide de sortir de la copropriété, mais là, il y a toujours une administration, ça roule. Mais l'assureur dit, moi, je vous débarque de là. Donc là, dans le fond, le CA, il est devant une situation où, bon, on a des vices de construction, on a des décisions importantes à prendre. L'assureur débarque, je ne suis pas capable d'en trouver un autre. Puis dans certains cas, ben, il commence à avoir des poursuites d'un bord et de l'autre qui commencent à rentrer, certains propriétaires mécontents. Ouais. Donc là, les gens du conseil d'administration n'ont plus d'assurance administrateur et dirigeant. Donc là, on demande à des gens, monsieur, madame, tout le monde, d'aller sur le conseil, de régler les problèmes du syndicat de copropriété, mais tout ça sans être eux-mêmes assurés pour leur propre responsabilité. S'il arrive quoi que ce soit, disons une poursuite ou autre chose. Puis, évidemment, puis Maître Jolicoeur en parlait précédemment, c'est un secteur présentement qui est un peu difficile en assurance de syndicat de copropriété. Au niveau des biens, des bâtiments, je dirais que c'est très, très, très rare présentement qu'on ne trouve rien. En assurance administrateur et dirigeant, c'est plus compliqué. Il y a moins de fournisseurs. Oui. Quand vous avez un syndicat qui a des poursuites, un syndicat qui a des poursuites, qui veut une assurance administrateur et dirigeant, c'est comme si chez vous, vous auriez de la fumée qui sort par les fenêtres. Il me semble que c'est temps que je prenne une assurance habitation. Il est trop tard. Là. Les poursuites sont rentrées, les mises en demeure sont rentrées. Là, si vous appelez l'assurance, ça me prend un assureur, ça me prend de l'assurance. L'assureur fait non, parce qu'il règle tes affaires, mais que tu sois réglé, tu m'appelleras. Donc, là, on met le conseil dans une situation difficile. Et là, après ça, on se fait une assemblée. Puis je suis sûr que Valérie, tu as déjà eu ça. Là, on a plein de problèmes. On n'a plus trop d'assurance. Puis là, tout le monde se regarde. Qui devient administrateur? Et oui. Et oui. Fait que là, qui ça y tente de régler les problèmes, de s'embarquer là-dedans? C'est là que, justement, peut-être de mettre un administrateur provisoire pour mettre de l'ordre dans la maison, tout ça, ça peut être une bonne solution. Ça peut être une solution aussi. Je pense qu'il ne faut pas nécessairement voir ça de façon péjorative, dire, ben là, on est mis sous tutelle parce qu'on est des pas bons, tout ça. Des fois, c'est qu'à un moment donné, là, on a des problèmes tellement complexes, mais Jolicoeur le parlait, des problématiques qui sont tellement aiguës de construction, des problématiques légales. Les administrateurs, évidemment, dans un contexte où il n'y a plus d'assurance, ou même, ça devient difficile pour n'importe qui de trouver des administrateurs. Si on ne trouve pas l'administrateur, on ne réglera pas le problème. Donc là, on vire en rond. Fait que l'administrateur provisoire peut être une solution pour se sortir d'un bourbier important. Fait que ça, je pense que c'est important de le mentionner. Ce n'est pas juste nécessairement péjoratif. Ça peut être une bouée de sauvetage aussi. Puis je pense que de plus en plus, on va voir peut-être des situations où ça va être utilisé comme ça. C'est dans le fond où là, on ne peut plus mettre monsieur, madame, tout le monde dans cette situation-là pour gérer ça. Ça prend du monde qui connaisse ça. Puis ben là, on met quelqu'un, ça va durer 1 an, on va mettre de l'ordre, après ça, on va repasser ça à un conseil d'administration, puis la copropriété va pouvoir continuer sa vie, puis les gens ne perdront pas leur investissement, parce que c'est l'argent des gens qu'il y a là-dedans, là. C'est leur actif, souvent leur plus important actif personnel, là. Fait que c'est important. Tout à fait. On dit que pour 95% des gens, leur lieu de résidence, c'est leur plus gros actif. Bon point, Vincent, quand tu parles d'administrateur provisoire, peut-être d'une façon temporaire, on a justement une question d'une personne qui nous dit quelle est la durée moyenne d'une administration provisoire et est-ce que c'est le tribunal qui en décide la durée? Tantôt, je pense, Maître Jolicoeur, corrigez-moi, mais vous avez dit que ça n'a pas été tout fignolé dans la loi, mais actuellement, selon votre expertise, qu'est-ce qui en advient? Puis ce que Vincent a dit tantôt, est-ce que ce serait une idée? Parce que je pense que présentement, des fois, il y a des syndicats plus petits qui sont en misère, ne sont peut-être pas rendus, mais c'est là qu'ils prennent un gestionnaire. Fait que là, ils se disent, c'est un mal nécessaire, on va se payer un gestionnaire pour nous aider. Naturellement, le gestionnaire peut aider dans plusieurs tâches, mais il ne devient pas l'administrateur. Mais Maître Jolicoeur, est-ce que c'est une façon de, comme Vincent l'a dit, c'est une bonne idée de se décider de dire, est-ce qu'un syndicat peut engager un administrateur provisoire pour prendre sa place? Dans une logique cartésienne, la réponse est oui, mais tous ceux qui ont vécu la copropriété, qui ont vécu des assemblées de copropriétaires, j'ai rarement vu la logique cartésienne s'exprimer dans une assemblée de copropriétaires tumultueuse. Hein? Je me souviens un soir dans une copropriété où c'était un peu tumultueux, il y avait un copropriétaire qui était un psychiatre qui s'est levé avant l'assemblée et dit « Écoutez, si vous voulez, je vais prescrire des médicaments à tout le monde dans la salle. » S'ils étaient un peu trop surexcités. Alors, la triste réalité de la copropriété,
c'est qu'on s'aperçoit souvent que les gens dans une foule, dans une assemblée, c'est très, très difficile de les amener à réfléchir parce que tout le monde a son agenda. Tout le monde a un agenda qui est parfois celui de vendre son appartement le mois prochain. Alors, celui qui a dans son agenda de vendre son appartement le mois prochain, c'est le dernier à vouloir susciter une administration provisoire parce qu'il est certain qu'il ne vendra pas son appartement le mois prochain, qui veut acheter dans une copropriété qui est vendue tutelle. Donc, déjà en partant, ce n'est pas tellement bon vendeur. Deuxièmement, celui qui va gérer la tutelle de la copropriété, c'est celui qui va devoir donner l'heure juste sur l'état de la copropriété. L'état de l'heure juste, c'est de dire, ben écoutez, vos dalles de garage, il va falloir toutes les casser, les refaire. Votre toiture, ça ne marche pas. Tout ce qui est dévragé, qui est dans les grandes dépenses, je pense notamment aux copropriétés qui ont une trentaine d'années, il n'y a absolument rien qui a été fait pendant 30 ans. L'apport financier est très important. Des fois, au-dessus de la capacité économique de copropriétaires de payer, parce qu'il ne faut pas se le cacher, c'est ce qui arrive en Europe. Tu sais, quand il arrive avec une administration provisoire et que celui qui gère l'administration provisoire décrète des appels de charges, il n'y a pas trop de votes, ça coûte tant, sinon. Alors, je pense que si on est capable de faire raisonner les copropriétaires en leur disant si on n'est pas capable de s'entendre, on va se ramasser avec un administrateur provisoire, c'est comme une épée de Damoclès. Des fois, la peur amène la raison. Hein? On va se ramasser en tutelle. Vous allez voir, ça va nous coûter cher. En fait, ça ne coûtera pas tellement plus cher parce que faire les travaux au moment propice, tout le monde le sait que ça coûte moins cher que d'attendre que la toiture coule ou qu'une fenêtre tombe en bas du 8e étage, comme j'ai déjà vu ça dans un dossier, la fenêtre est partie, est tombée. Hein? On a déjà eu des cas comme ça. Puis quand une fenêtre tombe du 8e étage, c'est jamais bien sexy. Et ce que je vous dis là, on l'a vécu. Alors, ma préoccupation est la suivante, c'est que je ne pense pas, en toute sincérité, qu'on a une maturité de réflexion au Québec suffisante pour amener les gens à nommer un administrateur provisoire. Peut-être qu'il faudrait le faire. Peut-être qu'en faisant justement ce soir une émission comme la nôtre, ça va amener une réflexion. C'est du droit nouveau. Les expériences vécues vont se faire dans les prochains mois, dans les prochaines années. Peu de gens connaissent la mesure législative. Absolument. Les juges qui entendent des causes sont parfois surpris d'apprendre, lorsqu'ils ne demeurent pas dans une copropriété, que ça peut aller aussi mal que ça. Ils apprennent, les juges aussi, dans des dossiers de copropriété. Ah oui, on peut se lancer des prunes dans une assemblée de copropriétaires. Bon, mais écoutons, peut-être que le juge aura peut-être pu acheter dans une copropriété. On va dire peut-être que ce n'est pas l'arbre de paix qu'on nous avait représenté. On est en train de façonner dans les dossiers, que ce soit dans des dossiers d'assurance, dans des dossiers de comptabilité, dans des sous, le futur de cette copropriété de demain. Quelle sera-t-elle? Moi, je pense sincèrement que oui, on a une mesure législative. Je ne pense pas qu'elle est la plus performante, qu'elle est la plus, excusez-moi l'expression, sympathique en mise en ordre. Mais au-delà de ça, je pense que ce que l'auditoire doit retenir ce soir, c'est qu'en quelque part, une copropriété dysfonctionnelle, ce n'est pas un lieu de bonne transaction. Moi, j'enseigne aux courtiers immobiliers. Je fais la formation pour l'organisme de taux-réglementation du courtage immobilier. Et quand je forme les courtiers, je leur apprends que d'avant d'amener un client dans une copropriété, c'est de regarder le taux d'impayé. Tu sais, moi, j'achète dans un condo. Coudon, j'achète dans un condo de 6. Et disons qu'il y en a 2 sur 6 qui ne payent pas. Ben, moi, je veux bien le savoir avant d'acheter là. Puis 2 sur 6 qui ne payent pas, ça veut dire quoi en arithmétique, Mme Desormeaux? C'est qu'il y en a 4 sur 6 qui payent pour les 2 qui ne payent pas. Alors donc, ça augmente les charges communes, je vais peut-être me tromper, pour chaque individu de 30 du coût des charges communes. Peut-être Mme Desormeaux va me corriger, on va prendre sa calculatrice, ça ne sait peut-être pas tout à fait. Puis corrigez-moi si je me trompe.
30 d'augmentation parce que j'en ai 2 sur 6 qui ne payent pas. Ben, on les a, ces dossiers-là en copropriété, des gens qui ne payent pas. Pourquoi, moi, comme acheteur, je vais acheter dans une copropriété où 2 sur 6 ne payent pas leurs frais de condo? Pas sûr. Et rappelons-nous qu'on a déjà une disposition dans le Code civil qui a été introduite par la réforme du Code civil par le projet de loi 16, 1068.2, et peut-être Gabriel pourriez le mettre en ligne, qui prévoit maintenant qu'un prometteur acheteur est en droit d'interpeller le syndicat pour obtenir de l'information puis des documents sur la copropriété. Et il y a un autre article, qui est 1068.1, qui devrait entrer en vigueur. Donc, celui-ci, on le met à l'écran. Celui qui promet d'acheter une fraction peut... Alors, il est ici. Alors, celui qui promet d'acheter une fraction peut demander au syndicat de lui fournir ses documents et renseignements concernant l'immeuble. Les syndicats qui sont de nature à lui permettre de donner un consentement éclairé, le syndicat est tenu, sous réserve des dispositions relatives à la protection de la vie privée, de les fournir avec diligence au prometteur acheteur aux frais de celui-ci. Alors, un acheteur bien accompagné par un bon courtier qui s'y connaît va demander maintenant des questions. Là, c'est nouveau, la mesure législative. Il va vouloir en savoir un peu plus sur les inspections de façade, sur les inspections des dalles de garage. Puis l'autre article qui va avoir un impact majeur pour la côté québécoise et qui devrait rentrer incessamment en vigueur, c'est 1068.1. Celui qui vend une fraction doit, en temps utile, remettre au prometteur acheteur une attestation du syndicat sur l'état de la copropriété dont la forme et le contenu sont déterminés par règlement du gouvernement. Alors, sachez qu'on on attend que soit publié incessamment dans la Gazette officielle, justement, le règlement du gouvernement. Donc, en quelque part, à maturité, ces 2 mesures législatives, les syndicats dysfonctionnels, ça ne se vendra plus les condos. Ça ne se vendra plus. C'est fini. Parce que moi, je vais acheter un condo, puis je peux vous dire que les courtiers, ils vont se le faire dire, c'est vraisemblable par l'OSC. Messieurs, mesdames les courtiers, quand vous faites une transaction, il va falloir que dorénavant, dans votre dossier, vous ayez l'attestation du syndicat. En tout cas, en Ontario, si vous voulez transiger dans une copropriété en Ontario, on doit produire le status certificate à chaque fois. Le courtier il a besoin de ça dans son dossier. Puis l'attestation du syndicat, elle va être signée par qui? Qui va signer ça? Est-ce que c'est bien hâte de le savoir. Est-ce que c'est le concierge? Non, ce ne sera pas le concierge. Est-ce que c'est quelqu'un qui va porter le courrier? Non. Ça va être les administrateurs. Qui va vouloir signer une attestation, entre guillemets, de conformité sur le bâtiment, alors qu'il met sa responsabilité personnelle en jeu à compter des mensonges, qui ne dira pas que la copropriété est dysfonctionnelle? Moi, je pense que ces mesures législatives-là, à maturité, on va peut-être avoir de la misère à trouver des administrateurs quand on va tomber dans des copropriétés qui ont les signes de caractère dysfonctionnel. Vous savez, on a des tours d'habitation à Montréal, à Québec, où on doit produire à tous les 5 ans un état de conformité sur les façades de bâtiments, sur les dalles de garage, sur les tours d'eau. Bien, quelqu'un qui va signer ça, il va falloir qu'il atteste que tout ça, c'est en bas des formes. En responsabilité civile, ça va commencer à être un peu plus olé, à assurer des administrateurs qui commencent à signer ces papiers-là. Moi, je pense que dans des immeubles, on va avoir de la difficulté à trouver purement et simplement des administrateurs. À moins de trouver une personne insolvable qui ne comprend pas ce qui se passe dans sa vie, qui va siéger sur le conseil d'administration, qui va être là sans trop comprendre ce qui se passe. Peut-être. Pas le meilleur administrateur, par exemple. Je retiens à M. Gaudreault qu'il a peut-être raison. Ne le choisissons pas. Pas sûr qu'on a le meilleur de la gang. C'est peut-être pas. Mais la réalité, là, ce soir, je pense que c'est important de se le dire. Le rouleau compresseur, il est parti, là. Il s'en vient. Il s'en vient dans bien des copropriétés parce que, contrairement à ce qui se faisait avant, on ne peut plus cacher en dessous du tapis le porte qui pique. Là, il va falloir donner leur juste aux copropriétés.
Puis moi, je pense qu'on va avoir un phénomène, et c'était l'objectif du projet de loi 16. Mme Laforêt, quand elle l'a annoncé, là, quand elle a déposé son projet de loi 16, dans les commentaires du législateur, elle l'a dit verbalement, puis il est dans les attendus du projet de loi 16, transparence à l'achat. Il faut que les gens achètent en sachant dans quoi ils s'embarquent. Alors qu'avant le projet de loi 16, on ne savait pas trop dans quoi on s'embarque. Puis moi, quand je forme des courtiers immobiliers de transactions condo, je leur enseigne l'assurance. Puis je leur explique c'est quoi les garanties. Puis je leur dis, bien, vérifiez donc ce qu'il en est. Si vous achetez dans une tour d'habitation, puis la franchise est $250 000, ben, il faut juste que vous sachiez qu'à chaque fois que ça pète, il n'y a pas d'assureur. Il n'y a pas d'assureur parce que la majorité des sinistres en dégâts d'eau, c'est généralement, c'est là. Donc, à chaque fois que... Mais ça tire sur les finances d'une copropriété. Si vous êtes dans une copropriété, dans un quartier luxueux, avec une clientèle, ils sont 100, c'est 250 000 $, c'est plate, ça vient de coûter 2 500 $ de cotisation spéciale. Est-ce que je me trompe, Mme Desormeaux, dans mon arithmétique? Non, c'est bon. Ça va? C'est pour ça qu'on a une vérificatrice ce soir. Peut-être que dans une copropriété où ils sont 100, 2 500 $, les gens vont être capables d'y faire face. Peut-être dans une copropriété, dans un quartier peut-être moins riche, il y en a peut-être 1 sur 2 qui ne passera pas le 2 500 $. Oui, mais Maître Jolicoeur, en plus de ça, avec toute l'arrivée qui est correcte, mais toutes les lois qui se sont manifestées dans les 4-5 dernières années, les gens ont beaucoup de remises en ordre à faire dans leur syndicat. On a vécu une tempête avec l'assurance qui semble se calmer un petit peu. Là. Vincent, il faut être encore prudent, mais tu pourras nous le dire. Les gens, au lieu de mettre de l'argent dans les travaux, il faudrait faut qu'ils investissent dans le bâtiment si on veut qu'ils tiennent ce bâtiment-là. Il y a une madame qui nous pose une question très intéressante. À qui on s'adresse lorsqu'un administrateur réalise qu'il se retrouve seul et qu'il aurait besoin d'assistance pour remettre ça en ordre? Dans ce cas-là, on prend un administrateur comptable ou un gestionnaire. Alors, si vous permettez, je crois que dans un premier temps, dépendamment de la quantité d'unités qu'on est, je pense qu'on a peut-être besoin des conseils d'un gestionnaire, peut-être pour nous aider à s'organiser. Il y a des firmes de gestion qui offrent du service à la carte. Il y en a d'autres qui offrent juste la gestion complète, mais il y a des moyens de le faire. Il y a effectivement des homopatnautes qui peuvent aider à monter la comptabilité. Aline, tenez-vous de la comptabilité mensuelle pour les syndicats? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que vous offrez un service de tenir leur comptabilité s'ils sont en autonome, ils ont un petit conseil d'administration, tout ça? Est-ce que quelqu'un peut vous donner la comptabilité? Oui, on fait de la tenue de livre mensuelle, là, oui. OK, donc ça aide déjà beaucoup. Mais jusqu'à quel point on peut tenir comme ça les défis sont de plus en plus grands. Vincent, je te disais que la calmie au niveau du dossier de l'assurance semble être moins pire cette année. Nous autres, on le vit un peu dans les renouvellements puis tout ça. Oui. Tu disais tantôt aussi que tu avais moins de syndicats assurant catastrophe. Oui, en fait, on a un peu frappé le fond du baril en 2020, je pense. Ça s'est légèrement amélioré en 2021. Puis ce qu'on voit en 2022, c'est des augmentations normales, c'est-à-dire du 5 à 10 d'augmentation, parce qu'évidemment, ce qui comprend aussi une augmentation des montants d'assurance, parce qu'on sait la construction, les coûts de construction ont augmenté de façon significative. Fait qu'il faut que les montants d'assurance suivent. Fait qu'évidemment, si on augmente le montant d'assurance, bien, on augmente l'assurance par le fait même. C'est généralement proportionnellement. Mais c'est moins pire, définitivement, c'est moins pire. J'ai une petite question, je pense, de M. Desroches en ligne qui posait la question, est-ce qu'on doit dire à l'assurance qui sont les administrateurs au sein du conseil d'administration ou à chaque fois qu'il y a un changement? Dans le fond, pour être assuré comme administrateur, est-ce qu'on doit signifier à chaque fois qu'il y a un changement? La réponse à ça, c'est non. Vous devez, automatiquement, quand vous devenez administrateur, vous devenez assuré sur la police d'assurance. Donc, à partir du moment où vous l'êtes, de là, faire attention des administrateurs bénévoles des fois. On a une madame pas mal enthousiaste qui décide qu'elle gère, mais elle ne veut pas être sur le conseil, mais elle veut gérer la copropriété.
dangereux, ça, parce que cette personne-là, n'étant pas administrateur, n'est pas couverte sur le contrat d'assurance administrateur et dirigeant. Donc, tu sais, des fois, les bénévoles enthousiastes qui sont pas administrateurs, là, on a déjà vu ça, ou des fois, moi, je vais m'occuper de l'assurance, mais je ne suis pas du conseil. Faites attention, les enfants. Ça, c'est important. Mais aussitôt que vous êtes administrateur, vous êtes assuré. Donc, là-dessus, il n'y a pas besoin de mentionner à l'assureur toutes les fois qu'il y a des changements. On assure plusieurs centaines de syndicats de copropriété. S'ils nous aviseraient à chaque fois, là, ça ne finirait pas. Là. Puis, des fois, ça change dans le courant d'année en plus. Là. Donc, pour éviter tout ça, là, puis évidemment, les chances d'oublier un administrateur, bien, aussitôt que vous êtes administrateur, vous êtes couvert. Donc, puis même après, quand vous n'êtes plus administrateur, vous êtes couvert pour les actes passés que vous avez faits comme administrateur. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Merci, Vincent. Aline, je sais qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais j'aimerais ça que tu nous parles tu sais, tu as parlé des difficultés de remonter une comptabilité, tout ça, mais comme firme externe professionnelle en comptabilité, quels sont les autres défis? Je sais que c'est compliqué quand on change d'administrateur si on n'a pas tous les numéros avec les instances gouvernementales pour les DAS, pour les TPS, TVQ, puis la responsabilité des administrateurs quand il y a des dossiers avec le gouvernement, parce qu'un petit syndicat n'est peut-être pas touché par ça, mais un plus grand syndicat est évidemment touché par ça. Oui, effectivement, là, parce que les administrateurs sont responsables là, si vous êtes dans une copropriété où il y aurait dû avoir de la TPS TVQ de remis, ce n'est pas remis, les administrateurs sont responsables. Les administrateurs sont responsables de la remise des déductions à la source. Personnellement. Fait que oui, il faut les remettre. Ça cause des problèmes parce que quand vous voulez, par exemple, inscrire votre syndicat en TPS-TVQ, ben, le ministère, pour ouvrir un numéro d'entreprise, va vous demander que les administrateurs donnent leur numéro d'assurance sociale. Et ça, c'est un enjeu. Il y a beaucoup d'administrateurs, quand il faut qu'ils donnent leur numéro d'assurance sociale pour ouvrir un compte, puis je les comprends, là, parce que c'est pas leur business, là, ils sont bénévoles. La plupart du temps, ils sont bénévoles, puis quand ils sont rémunérés, c'est pas beaucoup, là. Oui, c'est ça. Fait que, mais ils sont obligés de donner leur numéro d'assurance sociale. Fait que, oui, c'est déjà en jeu. Puis là, on a un cas, là, cet après-midi, où il y a 3 administrateurs qui voulaient démissionner parce que là, on leur a dit qu'il fallait qu'ils s'inscrivent à la TPS-TVQ, puis ils veulent pas donner leur numéro d'assurance sociale. Moi, je leur ai dit, puis c'est une grosse copropriété, ils ont un gestionnaire, mais moi, je leur ai dit, assurez-vous que votre gestionnaire produisent à chaque mois ou au trimestre là, son rapport de TPS-TVQ puis ses déductions à la source, puis qu'au conseil, il vous en donne une copie, puis qui prouve aussi qu'il a payé, qu'il l'a payé, là, qui vous montre la preuve. Là, parce qu'effectivement, les administrateurs sont responsables. Mais là, je pense qu'ils pourraient être assurés, par exemple, Vincent, si jamais... En fait, tu sais, c'est une... Les remises, parce que vous êtes, comme administrateur du syndicat, vous êtes personnellement responsable des taxes perçues, là, puis au même titre d'ailleurs, quand vous êtes administrateur d'une compagnie privée, vous êtes personnellement responsable des remises de taxes au gouvernement. Donc, c'est une de vos responsabilités où là, vous êtes personnellement mis à risque. Mais l'assurance administrateur et dirigeant, d'ailleurs pour notre prise privée aussi, comme pour un syndicat de copropriété, ça vient exactement vous protéger pour ça. Donc, si ça cogne à pas, parce qu'il manque 100 000 au niveau des taxes, puis l'impôt vient vous collecter chez vous, bien, votre assureur va vous couvrir pour ça. Fait que, moi, je pense que les gens ne devraient pas hésiter à donner le numéro de personnel, parce que dans le fond, ils sont couverts pour ça. Il n'y en a pas d'enjeu. Si évidemment, il y a une assurance. Il y aurait une autre petite question en ligne, juste pour répondre à toutes les questions, on va finir ça. J'ai Mme Fortin qui demandait la durée d'une administration provisoire. Corrigez-moi, Maître Jules Coeur, mais je pense que dans le fond, ça va dépendre des circonstances de l'administration provisoire. Ça peut durer des années dans un cas super compliqué, judiciarisé, tout ça. Comme évidemment, si c'est problématique ponctuelle, on ne trouve pas d'administrateur, hein, ça peut durer peut-être juste quelques mois. Ça dépend vraiment de la complexité du dossier, je pense. Absolument. Puis, en fait, l'objectif de l'administrateur provisoire, c'est de remettre sur les rails la copropriété. Donc, ça va passer forcément par un exercice comptable, peut-être avec une Aline Desormeaux là, qui va rentrer, il va redresser la comptabilité pour savoir qui paye quoi. On va également redresser des déficits d'entretien du bâtiment. On va redresser également le volet que j'appellerais assurabilité du bâtiment, mettant possiblement des politiques de gestion de risque dans l'immeuble. Puis on va certainement redresser la situation en ayant un dossier sympathique pour obtenir des gens qui vont aller siéger sur le conseil d'administration. Parce que l'objectif, je pense, des administrateurs provisoires,
c'est de faire en sorte que les conditions soient gagnantes pour qu'on trouve des administrateurs. Parce que l'objectif, je pense, d'un administrateur provisoire, c'est de faire en sorte de dire aux gens, aux copropriétaires, vous savez, là, votre immeuble, il est redressé, n'ayez crainte, vous pouvez siéger sur ce conseil d'administration. Et on en a parlé quand même pas mal ce soir. On a fait une fiche pratique sur le site Condo Légal sur la responsabilité des administrateurs dans la section syndicat. On a une sous-fiche qui traite exactement des cas d'espèce où la responsabilité civile des administrateurs peut être mise en cause. Il y a quand même beaucoup de cas d'espèce dans une copropriété lorsqu'on néglige de faire notamment respecter. Donc, on est en train de vous le mettre en ligne. Là, c'est tous des cas d'espèce. On parle des devoirs et obligations de l'administrateur, le régime de responsabilité prévu au Code civil dans cette matière. On a mis les cas d'espèce, où je peux descendre, Gabriel, où les administrateurs peuvent engager leur responsabilité envers le syndicat. Effectivement, ils peuvent se faire poursuivre éventuellement par le syndicat, ils peuvent se faire poursuivre par des copropriétaires, ils peuvent se faire poursuivre par des tiers. On parle de responsabilité solidaire. Je ne suis pas sûr que les gens comprennent tout ce régime de responsabilité. Alors, ça vaut peut-être là, évidemment la peine de jeter un coup d'œil là-dessus. Puis on est en train d'élaborer une fiche pratique sur la responsabilité pénale des administrateurs est en train de se rédiger pour justement que lorsqu'on est sur un conseil d'administration, on comprenne, on ait un sens des responsabilités. Mais je veux juste rassurer les gens ce soir, quand on fait des choses correctement, on ne se fait pas poursuivre. Ce n'est pas une machine à poursuite des administrateurs. Et des poursuites contre des administrateurs, il n'y en a pas une tonne devant les tribunaux. C'est très rare qu'ils sont poursuivis, les administrateurs. Donc, on ne va pas faire peur aux gens ce soir de bussiéger sur des conseils d'administration en raison d'une crainte quelconque. Merci, Maître Jolicoeur. Il est 20h02. Je crois que c'était ultra intéressant ce soir. Je tiens à préciser qu'effectivement, on voulait sensibiliser les auditeurs de Condo Légal de ce qui peut arriver, aussi des moyens qu'un syndicat, quelqu'un se rend compte que son syndicat est dysfonctionnel ou l'entretien est déficient et ces choses-là. Il y a des droits, il y a des façons de redresser. Mais comme on s'est dit, l'important, c'est que les gens apprécient les bons administrateurs qui sont bénévoles dans les copropriétés, que les gens comprennent que les administrateurs ont l'odieux de présenter des budgets ces années-ci en augmentation, puis même, je dirais même plus en explosion. Mais si on veut vivre dans une copropriété qui est bien gérée, qui est bien entretenue, qui est bien assurée et qui est bien fonctionnelle, tout ça a des coûts qui, malheureusement, parce que depuis trop longtemps, on a sous-alimenté en argent, en entretien puis en gestion de nos syndicats. Mais j'espère que ça a été clair. Je tiens aussi, avant de remercier nos gens qui étaient avec nous ce soir, je tiens à vous inviter, quand vous avez une question sur Condo Légal, c'est très simple de mettre un mot. Nous, comme mon équipe, on sert souvent ça quand on est obligé de justifier à un administrateur ou un copropriétaire. On va chercher sur Condo Légal le lien, on l'envoie à la personne pour s'assurer qu'il comprend. Le site de Condo Légal est super facile à utiliser et nourri par l'équipe de Gabriel et Maître Jolicoeur qui travaillent très fort pour le mettre constamment à jour. Mais c'est une bible d'informations qui est mise en route de toutes les modifications qu'il y a à faire très, très rapidement. Donc, moi, j'invite les gens, n'hésitez pas à vous éduquer sur ça. Parce que nous, ce qu'on fait en faisant les web radios, c'est de passer de l'information. Faites-nous savoir aussi les sujets qui pourraient vous intéresser. On se revoit dans 2 semaines et on va vous amener un autre sujet très intéressant qui nous reste à peaufiner. Mais merci beaucoup, Aline, pour ta présence ce soir avec nous. Très apprécié. Merci énormément. Vincent, toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Maître Jolicoeur, c'est un incontournable pour cette web radio-là. Donc, merci à tous. Il est 20h05, j'ai débordé de 5 minutes. Et notre prochaine web radio est le 9 février, toujours même heure, même poste. Donc, ne soyez pas désenchantés ce soir, impliquez-vous.
Et puis, essayez de ménager ceux qui sont déjà impliqués, qui gèrent votre copropriété et qui donnent beaucoup de temps, parce que la plupart sont bénévoles. Donc, essayez de leur donner un coup de main et de les respecter. Merci beaucoup et bonne fin de soirée. Bonsoir à tous. Bonsoir.